Et donc, on va commencer par Céline Pina, qui va nous parler de comment le clientélisme nourrit l'islamisme dans certains territoires. Et rappelons que Céline Pina a écrit un livre sur le silence. Qui s'appelle « Silence coupable », voilà. aux éditions Quairo. Bonjour. Alors d'abord, moi, je ne m'offenserai pas de tous ceux qui arrivent en retard parce que je suis moi-même de Cergy, du tout au bout du RER A, qu'aujourd'hui, je suis arrivée avec 3/4 d'heure d'avance tellement j'avais peur qu'il y ait un incident. Il y en a toujours. Donc, j'ai une indulgence absolue pour tous les gens qui viennent de loin et qui ont des problèmes de transport parce que ça m'arrive extrêmement régulièrement. Voilà. Mais en attendant, je vais vous faire une petite remontée dans le temps pour vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est bien une phrase que j'aurais espéré ne jamais dire, mais malheureusement, on vieillit tous. Oui, non, mais j'aurais espéré ne jamais dire dans le sens où j'aurais voulu être jeune, tout le temps. Voilà. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment marqué dans l'histoire qu'on traverse aujourd'hui, c'est que moi, j'ai fait partie de ces gens qui, en 1989, j'avais moins de 20 ans, et je suis allée assister à l'effondrement du mur de Berlin. J'ai pris ma voiture, j'ai traversé, et on est allé avec quelques copains arracher notre petit morceau de mur avec nos griffes. Et à ce moment-là, on a vraiment cru à la fin des idéologies. On ne s'est pas rendu compte qu'au moment où le mur de Berlin tombait et où donc l'idéologie communiste s'effondrait, 89, c'est aussi l'année du lancement de la fatwa contre Salman Rushdie. Et on ne se rend pas compte à ce moment-là que cette fatwa, contrairement à celle qui existait avant, celle-là, elle explose tous les degrés, elle n'a plus de temporalité, elle n'est plus inscrite dans l'espace, puisqu'on va dire tous les croyants, tous les gens qui adhèrent à la foi musulmane appartiennent à une immense oumma et c'est à eux qu'on charge l'exécution de la sentence. Et donc, ça ne se faisait pas avant les fatwas. Elles étaient données par un chef religieux sur un territoire donné, sur un temps donné. Et c'était pas, on n'avait pas cet universalisme de la haine ou de la violence. Et à ce moment-là, on aurait pu voir se lever finalement un autre totalitarisme qui était le totalitarisme islamiste, et on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu pourquoi ? Parce que je crois qu'on a préféré avoir tort avec Fukuyama que raison avec Huntington. Je vous parle de ça parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, et donc Fukuyama et Huntington vont faire paraître des livres qui vont sortir dans un temps relativement réduit. La thèse de Fukuyama, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative politique crédible à partir du moment où le communisme s'effondre. Et donc, le capitalisme a gagné, le libéralisme économique a gagné, et qu'avec le libéralisme économique viendra forcément le libéralisme politique. Donc, la démocratie va s'étendre à tout le monde, le confort et la prospérité vont se répandre, et finalement, il n'y a plus grand-chose à faire qu'attendre que les derniers de la classe rattrapent les premiers. Et on tue, en fait, à ce moment-là, tout idéal politique. Ce que dit Samuel Huntington, à l'époque, c'est pas la même chose. Il a été extrêmement violemment critiqué. Pourtant, quand on lit son livre, le livre est assez équilibré. Lui, ce qu'il va dire, c'est que le triomphe du consumérisme libéral occidental est loin d'être assuré et qu'en tout cas, il n'implique pas forcément que derrière, il soit un gage de paix ou un gage de démocratie. Et lui va dire, au contraire, avec la fin du communisme, les risques de conflits identitaires sont nombreux. Il identifie effectivement l'islamisme et il parle d'un retour du refoulé. C'est-à-dire, on a nié complètement toutes les identités, on a oublié que les peuples ou les pays étaient aussi le produit d'une histoire, que cette histoire, elle est physique, elle est intellectuelle, qui sont travaillées par énormément de choses, et qu'en tout cas, aucun d'entre nous n'arrive dans un monde qu'il constitue lui-même. Le monde était là avant nous, il survivra après nous, et il y a un travail d'intégration à faire. Et tous les politiques portés en premier lieu, finalement, ce travail de légitimation du monde commun, ce travail de transmission, ce travail de sens qui permettait l'intégration justement à ce monde commun. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on va penser
que finalement la démocratie a triomphé, qu'il ne reste plus grand-chose à faire, les politiques, en tout cas dans nombre de pays occidentaux, vont se transformer en gestionnaires. Ils seront beaucoup moins, même plus du tout dans la légitimation du monde commun, ils seront plus du tout dans la transmission du sens, ils vont essentiellement se concentrer sur des logiques de gestion en disant à partir du moment où on a gagné la bataille des idées, la seule question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on répartit au mieux les richesses dans un but de plus d'égalité. Ce qui s'est passé à ce moment-là, pendant tout un temps, on ne va pas voir monter un certain nombre de phénomènes. Ils éclatent à nos yeux finalement. Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, ce qui m'a réveillée, ça a été, comme beaucoup d'entre nous, ça a été Charlie, l'hypercachère et toute la violence que nous avons dû essuyer ensuite. Mais avant cela, on a eu quand même des petites alertes qui auraient dû nous dire qu'on était en train de s'engager dans un chemin qui ne pouvait pas être bon. Une des dernières qu'on a eues, moi je me souviens particulièrement parce que c'est comme ça qu'on va rentrer dans la logique de clientélisme, c'était en 2012 quand j'ai eu en main la note Terra Nova qui préparait la stratégie pour les présidentielles. Dans cette note de Terra Nova, on était vraiment sur de la vente à la découpe de population. Autrement dit, il n'est plus question d'intérêt général, il n'est même plus question de France, il n'est même plus question de politique, il est question d'une seule chose, quels sont les segments de population que l'on va pouvoir convaincre de voter qui vont nous permettre de faire la différence. Et 3 segments de population sont identifiés à ce moment-là, ce sont les femmes, les homosexuels et les immigrés. Et assez rapidement, sur les immigrés, la focale est mise sur les musulmans. Et d'ailleurs, la focale est mise au-delà de l'immigration, puisqu'on va s'intéresser aussi à des gens qui ne sont, enfin en tout cas, qui sont là depuis 2-3 générations. On ne peut pas dire que ce soit des immigrés extrêmement récents, qui sont français sur le territoire, mais toute la focale va être mise là-dessus. Le problème, c'est que ces populations, à la base, elles n'ont pas forcément des intérêts convergents. Le seul moyen de s'adresser en commun à toutes ces populations, c'est de le faire par le biais de la discrimination. Parce que là, la discrimination, ça fonctionne. Vous arrivez à les agréger. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, votre levier politique est la mise en accusation de votre pays, de votre élite et de votre peuple, puisque vous allez dire, grosso modo, vous avez en face de vous un peuple qui est rétrograde, moisi, on avait même parlé à une époque de France moisie, je me souviens, qui déteste les étrangers, qui est raciste. Vous avez une classe politique qui ne travaille pas pour réduire les inégalités. Et donc, ceux-là même qui vont aspirer au pouvoir vont construire un rapport au monde qui est un rapport extrêmement conflictuel et un rapport de mise en accusation de leur propre peuple. Ce rapport, on le verra à d'autres moments. Je pense à une toute petite anecdote, vous vous souvenez probablement de l'histoire du 11 novembre, où un jeune rappeur est invité à chanter. Il se trouve que le jeune homme a eu des textes extrêmement violents dans lesquels il attaquait notamment les koufars. Or, le koufar, le mécréant, c'est celui qu'on a le droit de tuer. C'est pas un terme qu'on emploie, il n'est pas neutre. Et ça va provoquer un scandale. Et à ce moment-là, on va avoir un gouvernement qui va dire ce scandale est lié à la fachosphère, ce qui est faux, parce que beaucoup de gens vont s'indigner qui auraient combattu très fortement le FN, qui n'appartiennent pas du tout à cette tradition politique. Et 2, on va dire de façon extrêmement claire, d'abord on a un gouvernement qui dit finalement on a retiré le chanteur parce que la fachosphère est trop forte. Là on a envie d'hurler en disant attendez, c'est pas aux fachos de vous faire reculer. Si vraiment vous pensez que c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment, vous n'avez pas le droit de reculer, ou alors c'est que c'est pas la fachosphère, et à ce moment-là vous n'avez pas le droit d'insulter votre peuple et de le traiter de fasciste parce qu'il refuse de rentrer dans tous vos coups de com'. Et malheureusement, c'est pourtant ce qui va se passer. Donc on voit bien là qu'on est dans des politiques qui, tout d'un coup, ne font pas du tout leur travail de légitimation du monde commun, voire mettent en accusation leur propre peuple. Donc ensuite, ont un mal fou, finalement, à aligner les gens pour leur demander d'agir ensemble. On a un certain nombre d'autres exemples qui me viennent à l'idée, mais principalement, je voulais vous parler de quelque chose dont on a tous entendu parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, Le Figaro avait fait un reportage qui s'appelait Molenbeek sur scène.
et qui parlait de Saint-Denis. Et à l'intérieur de ce reportage, qui était extrêmement édifiant, parce que vous voyez des quartiers d'une ville qui en fait ne sont plus du tout... on n'a plus le sentiment de se retrouver en France, c'est-à-dire qu'on fait un saut temporel, mais en arrière. On n'est plus dans le pays dans lequel on a l'habitude d'être. Et ce que décrit le journaliste, ce sont des femmes recouvertes de la tête aux pieds. C'est une exhibition même de la burqa. Ce sont des discours hallucinants qui sont extrêmement sexistes ou extrêmement violents. C'est un antisémitisme qui est revendiqué. C'est une violence qui est totalement acceptée, qui est vue comme légitime. Donc le portrait de la ville est terrible. Les photos sont encore plus glaçantes. Mais les seules personnes que l'on n'entend pas dans ce reportage, ce sont les élus. Or, normalement, qui mieux qu'un élu est là pour parler de sa ville, pour parler de ses difficultés, pour parler de la façon dont il peut éventuellement l'en sortir. Au contraire, le seul moment où on a le maire qui s'exprime, c'est simplement pour critiquer l'inaction de l'État. Or, à Saint-Denis, on est dans un cas extrêmement particulier. D'abord parce qu'on voit bien que la première fonction de l'islamisme, pourquoi est-ce qu'il est si important de voiler les femmes et de les voiler complètement ? C'est d'abord parce que le pouvoir, on a tendance à l'oublier, la première racine du pouvoir, elle est visuelle. Vous tenez un territoire, quand vous arrivez à avoir suffisamment de femmes complètement voilées, vous envoyez un indice de force sur le territoire, c'est vous qui le tenez. Vous envoyez un message très clair à celles qui ne sont pas voilées. Ce ne sont pas des femmes bien, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce type de quartier, on vit un contrôle social qu'à mon avis, nous, on n'a peut-être jamais vécu, que peut-être les générations des années 50 ont vécu. C'est un contrôle où tout est question d'apparence. Et une ville qui est en train de basculer. Moi, on m'a souvent posé la question me disant « Mais comment est-ce que vous voyez qu'une ville est en train de basculer ?» Je répondais toujours « C'est simple, il s'agit d'ouvrir les yeux. » Parce que tout cela commence d'abord par du visuel. Et ensuite, on est dans des endroits où il n'y a plus d'intimité possible. Il y a un voisinage qui fait pression pour que les femmes se couvrent, qui fait pression aussi pour que les hommes aient une certaine attitude. On parle beaucoup des femmes, mais on oublie que le problème du patriarcat, c'est que c'est l'oppression autant des hommes que des femmes, parce que l'assignation à une hyper-virilité, alors qu'en même temps on est dans des sociétés qui sont hyper castratrices, rend les gens complètement fous. Et cette violence-là que les hommes connaissent fait qu'à un moment donné, leur virilité, elle va s'exprimer parce que nul homme n'est jamais aussi bas qu'il n'est toutes les femmes en dessous de lui. Ça vous permet de vous reconstruire un petit peu, voilà. Et moi, j'ai engrangé énormément de témoignages sur des personnes qui vous racontent à quel point, à un moment donné, oui, faire Ramadan devient obligatoire parce que si vous ne le faites pas, vous êtes stigmatisé. Si vous ne le faites pas, vous avez des remarques, et des remarques assez importantes. Dans ces villes qui commencent à basculer, le seul problème, c'est qu'on est aujourd'hui, les élections se font sur la base de 40% de votants sur ces villes-là. Autrement dit, quand vous n'avez plus que 40% de votants, ne votent que les gens hyper politisés, ceux que vous ne ferez jamais changer. Ils ont toujours été à droite, ils ont toujours été à gauche. Et du coup, le contrôle d'un volant relativement réduit de population, je vous parle de 400 voix, 400, 500 voix, peuvent suffire pour vous permettre de gagner une législative, pour vous permettre de gagner une ville. Ça se joue à pas grand-chose. Vous comprenez à ce moment-là très vite pourquoi le communautarisme devient extrêmement intéressant et pourquoi l'islamisme l'est encore plus, mais à la limite le deal peut l'être aussi. Il se trouve que souvent sur ces territoires-là, les choses se rencontrent. Le seul souci, c'est qu'à ce moment-là, vous allez choisir un intermédiaire, parce que ça va être un petit peu compliqué d'aller travailler une population au corps et que les politiques en ont perdu l'habitude et surtout n'ont aucun discours à leur servir. En revanche, tracter avec un intermédiaire qui, lui, se sert de la reconnaissance du politique pour établir une vraie mainmise et une vraie emprise sur un quartier, cela fonctionne extrêmement bien. Cela fonctionne d'autant plus qu'on a créé tous les systèmes pour que cette emprise soit de plus en plus forte. Par exemple, vous prenez la plateforme de Roissy. Si vous êtes un sous-traitant de la plateforme de Roissy, on va vous obliger à employer des gens dans un certain bassin de population.
Or, ce n'est pas le bassin où il est plus facile de recruter autour de Sarcelles, parce que effectivement, c'est un scandale qu'on ait 40% de chômeurs dans les banlieues, mais il faudrait se poser aussi la question de quel pourcentage on a de personnes employables. Et il se trouve que parfois, si on a 40% de chômeurs, c'est pas non plus complètement délirant et c'est pas que du racisme. Toujours est-il que quand on vous astreint à vous servir dans une zone de chalandise particulière, que vous n'avez pas le temps de passer des séances et des séances de comité de recrutement, il y a des intermédiaires qui se proposent. Et ensuite, vous allez sur le territoire et vous dites, tu veux un boulot ? Tu veux avoir des chances de t'en sortir, ben voilà par où il va falloir passer. Et très souvent, ces intermédiaires sont des intermédiaires qui ont assis leur emprise sur la population parce qu'ils avaient un discours politique à tenir, et ce discours politique, c'était l'islamisme. Il faut voir que ces populations-là ont été complètement ghettoisées et n'ont plus été travaillées par des politiques depuis des années et des années. L'école est un ghetto. Il y a de moins en moins de commerce, il y a de moins en moins de services publics, il y a de moins en moins de contacts avec d'autres populations que les populations qui sont enfermées. Et du coup, ces logiques d'emprise sont extrêmement fortes. Et quand Georges Bensoussan parlait des quartiers perdus de la République, ces quartiers perdus sont aussi des quartiers abandonnés. Donc il y a une logique dans tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc, je vous ai expliqué pourquoi moins il y avait de votants, plus il était important de contrôler une partie de la population et plus c'est facile à faire. Aujourd'hui, finalement, et on a ça partout, on l'a dans les tractations autour des mosquées. Par exemple, aujourd'hui, quand moi je l'ai vu dans ma ville, quand une mosquée doit se construire, déjà les personnes qui viennent vous voir, le bail emphytéotique, il est de droit. Donc, on arrive, c'est la seule question qui va se poser. Oui, c'est la Ligue islamique, oui, c'est l'Arabie saoudite qui les finance, et les maires qui vous jurent la main sur le cœur, parce que j'ai vu le maire de Cergy le faire, et j'ai vu en même temps passer au sein de son cabinet les lettres de remerciement qu'on envoyait à l'Arabie saoudite et à la Ligue islamique. On va vous dire non, c'est les quêtes sur le territoire qui ont fait remonter cet argent. Ça n'est pas vrai, tout le monde le sait, tout le monde se tait. Une fois que la mosquée est ouverte, personne n'y met les pieds. Les 3/4 du temps, on y a participé parce que tous les parkings ont été construits par la ville pour les mettre à disposition de la mosquée. Donc il y a énormément de subventions masquées qui arrivent. Et ensuite, il suffit que vous distinguiez les activités cultuelles ou culturelles, et vous pouvez même vous faire financer certaines salles. Et ensuite, vous expliquez que vous donnez des cours d'arabe, et en fait, vous donnez des cours de Coran. Et ça, on connaît ça par cœur. Je vais m'en tenir là parce que j'ai mangé mon temps. Mais toujours est-il que comment pourrait-on s'en sortir finalement en remettant déjà un petit peu de bon sens. Par exemple, quand quelqu'un refuse de serrer la main à une femme, quand quelqu'un quitte son poste de travail parce qu'il va faire sa prière, mais il faut simplement le virer. Et c'est des messages qui sont compris par tout le monde et c'est du bon sens parce que là, on est dans le droit du travail et qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Il faut être extrêmement ferme, ne pas avoir peur. C'est pas parce que quelqu'un brandit sa religion qu'on doit lui faire des passe-droits qu'on aurait fait, qu'on n'aurait pas accepté, quelle qu'ait été l'excuse autre. Et ensuite, se prendre en main. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui a été biberonnée avec ça, qui ne sait gagner les élections que par ça. On a des gens bien, il y en a toujours dans les gens engagés. Simplement, ils n'arrivent pas à franchir et à monter en grade. Aujourd'hui, on peut changer la donne. La classe politique, c'est nous qui la faisons. La classe politique, ça peut être nous. Et dans les assos dans lesquels on est, en créant de nouvelles associations, en se remettant sur le marché, en se disant qu'on n'est pas obligé de passer par un parti pour pouvoir prendre une ville ou se présenter. Je crois que dans les 5 ans à venir, étant donné l'échec de 2017 qui nous attend, on aura de lourdes responsabilités et c'est à nous de nous reprendre en main, de créer les organismes qui permettront de le faire. Et moi, je crois vraiment, oui, on n'évitera pas un certain nombre de difficultés, oui, on va avoir un combat frontal à mener, mais je crois qu'on a la force de le faire et que notre vieux pays, qui n'est pas si vieux que ça, commence à retrouver le goût de la politique, commence à retrouver l'envie de défendre ce qu'il est et l'envie de dire que finalement ce qu'on porte, c'est-à-dire le refus, nous on veut créer notre monde nous-mêmes,
On veut un monde organique, on veut un monde qui peut changer. C'est nous qui sommes les pourvoyeurs de nos lois par l'alliance entre les hommes. Ces choses-là sont des choses belles et on n'a rien à gagner à se soumettre à des dogmes religieux qui ont montré qu'en plus, ils fonctionnaient très très mal puisque les sociétés aujourd'hui qui sont travaillées par ces religions-là sont des sociétés de misère, de violence, de désespoir. Merci. Merci Céline. Vraiment, la première racine du pouvoir est visuelle, vous avez dit. Et je crois que c'est une réflexion qui va pouvoir engager tout à l'heure un débat très intéressant. Et merci aussi d'avoir montré que concrètement, vous avez appliqué les idées dont vous avez parlé ce matin. Merci à vous.